Les 2 premiers volets de cet épisode de mon podcast étaient dédiés à décrire les MOOC et les liens entre agilité et interculturalité. Ce troisième et dernier volet est consacré au management agile. Dans ta thèse, pour le MOOC Pas à Pas, tu as dit que le management était d'abord directif, puis délégatif, puis participatif, et enfin distribué. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as voulu dire par là? Ouais. Ouais, bah, comme je disais, moi, je venais de la gestion. Donc, au début, quand j'ai vu tout le projet, comme ça, ça m'a posé beaucoup de questions, en fait, sur le management. Je trouvais ça super intéressant et en fait, ce que j'aimais bien au début, c'était les différentes façons de manager selon les équipes. C'est ça que j'ai observé au départ. Et puis après, bah, il a fallu se dire: «OK, mais on est tous ensemble. Quand même aussi qu'on trouve une façon de manager, voilà». Et en effet, c'était directif qui était au départ parce que il y avait tellement de façons différentes qu'il a fallu choisir quand même, une direction à prendre, faire des choix et c'était peut-être trop compliqué au tout départ de prendre les idées de chacun et surtout personne n'était habitué à faire ça. Donc au début, ça a été assez directif avec justement ces objectifs précis de l'Union européenne, etc. De dire bah il faut à telle date ceci, vous faites ça, nanana, nanana. Il y avait pas trop de choix quoi. Et moi, ça m'a posé vraiment question et souci parce que moi je me disais c'est pas possible, ça peut pas réussir, tu vois, si c'est pas du participatif dans ces moments-là. Et après, participatif et délégatif, parce qu'on a participé ensemble de comment on manageait, quels étaient les objectifs pour chacun. Et moi, je suis toujours, enfin, dans ces moments-là, c'est vrai que c'était quand même moi sur le MOOC Pas à Pas à essayer de demander l'avis des gens, de pas prendre une décision sans l'avoir tous ensemble voté, décidé. Et ça, bah pareil, au début, ça peut un peu déstabiliser. Et puis petit à petit, se dire bon ben ok, en fait, j'ai mon mot à dire là-dessus. Et puis surtout, moi, ce qui comptait pour moi, c'est de dire quand tu as pris une décision ensemble, bah après t'y vas quoi. Alors que si c'est directif, tu vois, bah la décision c'est pas forcément toi qui l'as prise et bah si t'as pas envie, t'as pas envie. Donc c'était aussi ça, c'était plus un management, voilà, comment impliquer les personnes, comment les engager, comment voilà, qui me semblait hyper nécessaire. Et donc comme au niveau culturel, en plus les managements ne sont pas pareils, là ça permettait de dire OK, toi tu as besoin de tel management, toi tu as besoin de tel management et en fait voir ensemble comment on faisait pour adapter tout ceci. Mais on a su adapter un peu à chacun. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là aussi de dire qu'il a été délégatif aussi, c'est que après chacun a pu essayer de se manager et de demander aux autres de le manager de la façon dont il avait besoin. Et ça a amené beaucoup de responsabilités dans les équipes, en fait. Chaque personne se responsabilisait, j'imagine. Tout le monde a été responsable de sa partie et ça c'est hyper important si tu veux faire un projet à plusieurs quoi. Tu peux pas dire il y en a qu'un qui porte la responsabilité à la fin et qui va aller vendre ça à l'Union européenne. Dans le deuxième volet de cet épisode, tu nous as dit que les outils numériques avaient été très puissants et très utiles au projet. Est-ce qu'ils ont également aidé le management? De mettre des outils numériques, ce qui est génial, c'est que tes outils numériques peuvent t'aider à manager. Et alors, en quoi? Ben, c'est eux qui te mettent une deadline, c'est eux qui te montrent ce qu'ont fait les autres et tu vois, du coup, il faut avancer un peu plus vite plutôt que le manager qui va dire: «OK, aujourd'hui, on va faire, une réunion. Ah bah là, ça avance pas». C'est l'outil tout simplement qui va t'aider à te réguler. Ouais, c'est ça, c'est que ça permet de te réguler et donc de te responsabiliser. Ah bah, tout à fait. Puis en plus, c'était, vraiment je dis c'est avant la crise Covid, hein, donc je resitue parce que tous les gens ne savaient pas utiliser très bien les systèmes de visio. En effet, le big boss, il avait besoin de l'aide, d'une autre personne pour se connecter. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai envie de dire tous ces problèmes ont justement permis d'interagir et de se mettre à niveau et de dire: «Bah, on a besoin les uns des autres». Quand tout le monde galère, en fait, bah, il y a énormément d'entraide et puis c'est pareil, c'était début de visio, donc les gens, ils mettaient ça chez eux et ils avaient pas encore le mur blanc derrière, donc tu pouvais avoir des interactions avec la famille. Et les interactions, elles devenaient très rapidement assez interpersonnelles. T'es pas que pour le boulot. Et ça, je pense que ça a été un véritable plus aussi. Et en plus de ça, si tu utilisais Zoom ou ce genre d'outils, c'est un peu différent que quand on est en présentiel, puisqu'on n'est pas dans une salle avec le chef en bout de table et les autres qui sont tout autour et qui osent pas forcément dire grand-chose. Là, sur Zoom, c'est une petite vignette, chacun a la même taille de vignette, et en plus, les vignettes sont mises à l'écran de manière complètement aléatoire, donc ça rebat quand même pas mal les cartes du management. Il y avait pas vraiment quelqu'un qui était là en position de pouvoir. Enfin,
Et puis comme chaque domaine se connaît pas forcément, la personne elle voit pas la différence entre un enseignant-chercheur, un professeur, un enseignant, un formateur. Enfin tu vois, ça c'est des subtilités que tu peux avoir quand tu es dans le domaine. Quand tu pas forcément dans le domaine, bon, tu vois des enseignants. Et ça t'enlève un peu cette espèce de attention, on va pas parler comme ça à telle personne. Donc ça met un peu plus de naturel aussi. Et pour moi, c'est un peu de l'agilité parce que tu vois, il y a pas une parole qui va être plus importante que les autres. Enfin, on est vraiment en horizontalité totale. Et puis en plus, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est à changer un peu ses positions de chef. Enfin, tu vois, quand il y a eu des leaders, en fait, ce qu'on s'amusait aussi à faire, c'est tu changeais. Ce changement, et ça j'en parle aussi pas mal dans ma thèse, ces changements de rôle sont assez importants pour avoir de l'empathie. À la fois les outils numériques qui étaient vraiment là pour aider, pour mettre un petit peu plus tout le monde sur un pied d'égalité, mais en plus, comme tu le dis, vous vous êtes amusés à changer les rôles pour que chacun puisse tester différentes fonctions et puis se mettre à la place les uns des autres et peut-être mieux comprendre les attentes, les contraintes de chacun. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle génération de management. Ça va au-delà du management auquel on est habitué. Ouais, bah, comme j'expliquais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait vraiment la médiation entre tout ça, presque plus que du management. C'est pour ça que je parlais plus trop de management à la fin, mais plutôt de médiation. On est arrivé à un autre stade de management où on essaye de faire collaborer les personnes ensemble. C'est même limite devenu des personnes indispensables, non? Alors, je pense que personne n'est indispensable, ça c'est sûr, mais que ces personnes-là, elles étaient devenues assez référentes qu'on allait solliciter. Et je pense que c'est trouver des personnes qui sont, j'aime pas l'expression mouton à 5 pattes, mais c'est un peu ça en fait, de trouver des personnes, qui ont envie d'avoir ce rôle de médiation et qui ont les compétences, pour le faire. Oui, ce sont des personnes référentes en fait, vers qui en général les gens se tournent s'ils ont un souci ou... Ouais, c'est peut-être ça et puis c'est en fait, c'est rassurant. En fait, je pense que ça te permet d'avoir tu vois, quand même, je pense que ça l'humain a besoin d'un cadre, tu vois? C'est ce que j'explique aussi dans ma thèse, c'est les systèmes d'action. Il y a quand même ce cadre qui est toujours nécessaire parce qu'il rassure que tu as décidé ensemble des choses et que voilà, mais tu as aussi, sortir du cadre ou interagir ou faire bouger le cadre et en fait, ces personnes un peu référentes, elles sont à la fois ce rôle de: «Ah il y a un cadre, voilà le cadre» et «Ah tiens, vous avez envie de faire bouger le cadre, comment on le fait bouger?» Et je pense que ces personnes-là sont indispensables, mais c'est leur rôle qui est indispensable pour justement rassurer, les autres personnes. Au moins, si je suis pas sûre sur cet objectif qu'on a, sur cette règle qu'on s'est donnée, est-ce que je peux aller en parler? Est-ce que je négocie? Est-ce que j'ai bien comprise correctement? Est-ce qu'il faut la retravailler tous ensemble? Et je pense que là, il y a des personnes qui sont indispensables et aussi parce qu'on est humain. Il y a des personnes qui pouvaient pas s'entendre. Voilà et donc tu as besoin en fait d'une médiation. Pas pour, régler les conflits, mais tout simplement pour faire passer le problème sans que ouais, pour échanger quoi, voilà. Sans parler forcément de conflit. Enfin, il y en a eu aussi un peu, hein, mais toi, pas tant que ça et puis parfois, tu as évité le conflit parce que justement, il y avait une personne un peu en médiation, et aussi parce qu'elles font tampon à ce: «Ah attends, je suis pas d'accord, je m'oppose au projet, je m'oppose du coup à la grande chef, machin» et du coup, nous, on était là un peu pour dire: «OK, tu pas d'accord, si tu veux, mais on va quand même continuer à collaborer ensemble». Ça faisait un autre niveau qui fait que, elles étaient pas en opposition contre nous. Donc ça, c'était super bien aussi, c'est de dire, tu perds pas la personne complètement. Alors, tu as soutenu ta thèse en 2020. Comment est-ce que tu as utilisé ton travail de recherche, de doctorat, pour ton après-thèse? Je veux bien sûr parler de PhDoc. Alors, PageDook, en fait, c'est un bébé MOOC, comme tu disais au départ du projet ECHO. Donc moi, j'étais sur le pas à pas et Sarah, qui était donc doctorante à l'époque, a suivi le MOOC pas à pas en tant que participante parce qu'elle avait déjà créé un blog sur la poursuite de carrière des docteurs et des doctorants. Parce qu'elle-même, elle se posait des questions. Et elle a vu le MOOC pas à pas, elle s'est dit: «Bah tiens, pourquoi pas? C'est une bonne idée». Donc elle a suivi le MOOC et en fait, elle a proposé son idée de MOOC, justement pour aider, à construire sa poursuite, professionnelle. Et moi, j'étais aussi en doctorat. Sarah m'a proposé de le faire avec elle et donc on a proposé ce premier MOOC, doctorat et poursuite de carrière, dans le contexte du projet ECHO. On était toujours accompagnés par ECHO. Donc sur la plateforme ECHO avec, tous les templates ECHO. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même, des choses qui se sont transférées aussi, à Pigedouk, d'Echo, en fait. L'approche pédagogique, par exemple, parce que, voilà, on avait quand même une approche que j'expliquais, très particulière d'interaction, une approche, pédagogique qui avait été choisie comme ça
et on a essayé de rester sur, cette approche-là. Donc ça, c'est la première année et en fait, on a eu de la chance parce que le MOOC, il a très bien fonctionné. On s'est très bien entendu, donc on a créé un dispositif qui était plutôt enfin, on pense plutôt, sympa, même s'il y avait plein de choses à améliorer et on a obtenu le prix PEPS, qui est un prix qui reconnaît les initiatives pédagogiques et donc ça nous a autorisés à continuer puisqu'après on n'avait plus le projet européen qui était fini et on devait trouver nous-mêmes notre propre, plateforme, trouver des financements et cetera et donc le prix PEPS nous a bien aidés. On a pu, lancer, la deuxième itération, mais toujours en essayant d'avoir une équipe. On voulait pas travailler que toutes les 2. On s'est toujours dit: «Il faut qu'on soit une équipe, qu'on décide ensemble les décisions, qu'on collabore et cetera» et donc on a continué deuxième année avec une petite équipe et puis petit à petit, l'équipe s'est agrandie et on en est à la 8e saison du MOOC. Mais on a gardé ce mode, agile. Ce qui est très drôle, c'est que là, c'est aussi en fonction des rencontres, des gens qui nous ont rejoints, qu'est-ce qu'on a amélioré sur le MOOC. Par exemple, la version anglaise, par exemple des nouveaux modules et en fait, on a gardé cette ouverture de se dire, les gens arrivent avec des nouvelles idées, on les prend et enfin on fait avec eux. Parce que par contre, on veut pas justement juste prendre l'idée parce que déjà c'est trop long pour nous de tout faire. Mais on essaye d'impliquer les personnes pour qu'elles fassent aussi évoluer, le dispositif. Donc là, c'est vraiment de la co-construction. Alors pour résumer, comme tu viens de le dire, PhDoc, c'est une association qui propose un MOOC sur le doctorat et la poursuite de carrière. Son nom peut paraître un petit peu étrange, mais en fait c'est un jeu de mots. En anglais, un doctorat, ça se dit PhD, 3 lettres, PhD. Et comme il s'agissait de réaliser, enfin de faire un MOOC, c'est un jeu de mots en fait, une addition de PhD et de MOOC, et ça donnait PhDoc. Dans cette association, il y a majoritairement des bénévoles qui travaillent énormément pour la préparation du MOOC et puis pour la vie de l'association, bien entendu. Je suis la seule, salariée et il y a que des bénévoles. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire, avec, tous les bénévoles et chaque année, c'est des bénévoles. Alors il y en a qui restent, il y en a qui repartent, mais il y en a beaucoup qui restent quand même. C'est ça qui est chouette et je pense qu'il y a aussi ce changement de rôle dont on a parlé pendant le MOOC Pas à Pas ou ECHO. En fait, un changement de rôle qui fait que, la première année, tu es participant, peut-être plus observateur, tu commences à faire des petits trucs. Deuxième année, tu prends confiance en toi, tu fais plus de choses et troisième année, tu deviens expert. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec beaucoup de personnes sont docteurs ou doctorantes ou en tout cas sont sensibles à ça. Ont cette approche aussi de vouloir, découvrir, pas mal d'ouverture, donc ça c'est vraiment très, très chouette. PhDoc découle du MOOC Pas à Pas, puisque c'est un bébé MOOC, comme tu l'as dit. À la fois, son fonctionnement est agile et interculturel, avec des bénévoles qui sont dans le monde entier, principalement francophones. Finalement, le doctorat, l'agilité, l'interculturalité, j'ai l'impression que ce sont des compétences qui sont assez proches. La compétence, agile est peut-être une compétence, docteur aussi, à voir et compétence interculturelle. Il y a peut-être des choses en commun, mais sûrement, je pense. Et puis les bénévoles sont, comme tu le disais, majoritairement des docteurs ou des doctorants. Ils se managent de manière peut-être singulière, particulière, du fait que, en fait, ils aient fait ou ils sont en train de réaliser un doctorat. Ouais, je pense que le management est aussi différent des docteurs et que là aussi on a énormément de chance parce que je pense que les docteurs ou doctorants ou personnes en lien en tout cas sont déjà très autonomes, ont besoin par contre, quand même d'orientation, besoin aussi d'un cadre et cetera, c'est normal, mais sont OK pour remettre en cause le cadre, ça c'est sûr. Sont OK aussi, pour, partager, les décisions et comprendre. Donc forcément, quand ils ont envie de comprendre, ils remettent aussi en question. On est quand même dans cette approche aussi de essayer, expérimenter. On est aussi moins critique par rapport à ce qui se réalise. On est aussi dans la collaboration. Et puis nous, on travaille tout à distance aussi. Donc moi, je me repose un peu sur les mêmes choses que le MOOC Pas à Pas ou que ECHO, à savoir des documents collaboratifs, des espaces partagés. Enfin voilà, des choses qui sont beaucoup plus faciles pour le management en fait, et qui font que t'es pas, il y a pas quelqu'un qui est vu forcément comme manager. Nous, je pense qu'on est plutôt dans le transfert de pratiques, plutôt aider les personnes à acquérir les compétences et après, elles en font un peu ce qu'elles veulent dans l'asso aussi. Pour finir, tu m'as dit avoir réalisé ton doctorat alors que tu avais 2 enfants. Déjà, en soi, je trouve que c'est un exploit de faire une thèse et d'être parent en même temps.
Et tu m'as dit en préparant cet épisode que finalement, de par le fait d'avoir une vie de famille, tu as réalisé ta thèse de façon beaucoup plus agile. C'est drôle, tu as fait un doctorat sur l'agilité en mode agile. Donc c'est une sacrée mise en abîme. Ouais, c'est vrai, mais j'ai mis pas mal de temps quand même. À avoir les enfants, tu veux dire ou... À faire ma thèse. J'ai pas mis le même temps que... Enfin, j'ai mis le double temps que ce qui est normalement préconisé pour faire une thèse. Mais donc agilité, parce qu'il faut s'adapter. Et c'est ça... et c'est ça aussi, on a demandé au ministère de s'adapter un peu, on peut dire. Le management du MOOC étudié par Adeline a suivi des évolutions au cours du temps. D'abord directif par habitude, il est devenu délégatif puis participatif et enfin il s'est trouvé distribué. La mise en place d'un répertoire de commun et l'utilisation d'outils partagés en ligne a grandement aidé le management du projet. Le manager s'est doucement transformé en un médiateur, modifiant par là même la conception initiale de ce rôle. Le projet du MOOC Pas à Pas s'est transcendé en l'association PHDOOC, qui a repris des communs et pratiques développées du temps du MOOC Pas à Pas et qui compte dans ses bénévoles principalement des doctorants et des docteurs. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelques notions. À bientôt pour un nouvel épisode de la recherche agile.